Tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Mon père a dit ça devant tout le monde. J'ai souri et j'ai répondu, alors, demande-lui de payer tes factures. Personne n'a bougé. Ma sœur s'est étouffée avec sa boisson. Je m'appelle Camille Moreau, et j'avais l'habitude de penser que le silence préservait la paix. J'ai appris ce soir-là qu'il ne faisait que nourrir la cruauté. La salle à manger brillait d'un or doux, pourtant l'air semblait assez tranchant pour couper. Les verres en cristal tintaient, les couverts cliquetaient, et la voix de mon père portait à travers la table avec la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais été défié. Il a levé son verre vers ma sœur, souriant comme un roi fier s'adressant à son héritière. C'est elle qui fait la fierté de cette famille, a-t-il dit, son ton suave mais lourd. Son regard a glissé vers moi, lent et délibéré. Tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Chaque muscle de mon visage voulait tressaillir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attrapé mon verre, pris une petite gorgée, et senti le calme s'installer autour de moi comme un rideau. Mon cœur ne s'emballait plus. Il mesurait chaque seconde comme si le temps avait ralenti pour me laisser respirer. Puis je l'ai regardé et j'ai dit clairement, alors, demande-lui de payer tes factures. Pendant un instant, rien n'a bougé. Le cliquetis des verres a cessé, l'air s'est figé, et même la flamme des bougies a semblé hésiter. Ma sœur a toussé, du vin se répandant sur sa robe, tandis que le sourire de ma mère se figeait à mi-chemin entre la fierté et la panique. L'expression de mon père s'est fissurée juste assez pour que je puisse voir la confusion sous sa colère. J'ai gardé les yeux fixés sur lui jusqu'à ce que le silence devienne la chose la plus bruyante dans la pièce. Si vous avez déjà été humilié par les personnes qui auraient dû vous protéger, dites-moi, seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous parlé comme je l'ai fait? Partagez vos pensées ci-dessous, et voyons combien d'entre nous ont fait face au même genre de silence. Ce dîner n'est pas apparu de nulle part. Il est né d'années de dettes silencieuses et de comparaisons de plus en plus bruyantes. Quand j'imagine mon enfance maintenant, j'ai l'impression que c'est un film que j'ai regardé trop de fois mais dans lequel je n'ai jamais joué. J'étais toujours la silhouette silencieuse assise au bord de chaque cadre tandis que ma sœur, Léa, se tenait au centre sous une lumière qui ne faiblissait jamais. À l'école primaire, je travaillais dur et je gagnais de petits concours de sciences, j'obtenais des notes parfaites et je collectionnais des rangées impeccables de certificats. Pourtant, ils disparaissaient toujours dans des tiroirs à la maison, tandis que les dessins les plus simples de Léa étaient fièrement épinglés sur le réfrigérateur. Papa aimait raconter à quiconque voulait l'entendre qu'elle était née pour diriger, tandis que j'étais simplement la fille qui se cachait derrière un écran d'ordinateur. Sa voix était empreinte de fierté, pas de cruauté, et d'une certaine manière, c'était pire. Maman disait toujours que j'étais posé et que je ne cherchais pas l'attention comme ma sœur. Elle pensait que ces mots me réconforteraient, mais ils sont devenus l'excuse qui justifiait mon invisibilité. Lors des réunions de famille, la même histoire se répétait en boucle, une boucle que personne ne voulait arrêter. Léa parlait de clients, de projets ou de sa promotion imaginaire, se dépeignant comme quelqu'un que le monde devrait déjà connaître. Les proches hochaient la tête, leur admiration résonnant dans la pièce. Personne ne me remarquait en train de faire la vaisselle ou de mettre la table. Je suis devenu la partie silencieuse de l'arrière-plan, le genre de personne dont les gens oublient le nom au milieu d'une conversation. Je m'occupais avec mes devoirs et la lecture, me convainquant que l'invisibilité était un choix. Je me disais que me concentrer sur ce qui comptait me protégerait de la déception. À l'école, j'étais la personne fiable, celle à qui les professeurs faisaient confiance pour organiser le matériel ou rester tard pour finir des projets. Fiable semblait être un compliment, jusqu'à ce que j'apprenne que cela signifiait aussi qu'on pouvait vous oublier. Les gens supposaient que je n'avais pas besoin d'être rassuré parce que je ne le demandais jamais. Je regardais Léa traverser la vie comme un ouragan de charme et de bruit tandis que je construisais mon petit abri de calme et de silence. La comparaison n'a pas fait mal d'un seul coup. Elle s'est infiltrée lentement, comme l'eau à travers la pierre. Chaque fois qu'elle était louée, je sentais mes propres accomplissements diminuer un peu plus. Un souvenir se détache clairement. C'était la nuit où Léa a remporté un prix local de leadership. L'auditorium était bondé, rempli de rires et de flashs d'appareils photo. Papa a essuyé des larmes de ses yeux quand son nom a été appelé. Maman a applaudi si fort que sa bague s'est envolée, et je me tenais à côté de l'allée, souriant parce que c'est ce que faisait une bonne fille. Quand les gens m'ont demandé plus tard ce que je pensais de son succès, j'ai dit que j'étais fier. C'était plus facile que d'admettre que la fierté et la solitude étaient devenues impossibles à séparer. Au lycée, j'avais complètement cessé de rivaliser. Je trouvais du réconfort dans les espaces calmes comme la bibliothèque et la salle d'informatique,
où les machines ne mesuraient pas la valeur à l'attention qu'on recevait. C'est là que j'ai rencontré Lucas. Il dessinait des personnages de jeux vidéo au dernier rang, un petit monde de sa propre création. Quand il a remarqué que je restais tard pour réparer un programme qui avait planté, il s'est penché et a dit « La confiance n'a pas besoin d'applaudissements pour être réelle ». La phrase semblait simple, pourtant j'ai eu l'impression que quelqu'un avait enfin parlé une langue que je comprenais. Nous avons commencé à discuter après les cours de musique, de livres et du genre de vie que nous voulions un jour, des vies bâties sur la paix plutôt que sur l'approbation. Lucas n'a jamais essayé de réparer mon silence. Il l'a juste vu. Il l'a traité comme quelque chose qui valait la peine d'être gardé, pas comme quelque chose de cassé. Cette prise de conscience est restée avec moi longtemps après la fin de l'année scolaire. C'était la première fois que quelqu'un regardait au-delà du reflet du projecteur de ma sœur et voyait une personne se tenant derrière. Même maintenant, quand je me souviens de ces années, l'odeur de la poussière de craie et le bourdonnement des lumières de la classe me reviennent en mémoire. Il me rappelle combien de temps il m'a fallu pour comprendre que l'amour bâti sur la comparaison n'est pas du tout de l'amour. Cette phrase que Lucas a dite vit encore en moi, « Even after my own house stopped feeling like home ». L'âge adulte est arrivé tranquillement, portant le visage de la responsabilité. Quand j'ai commencé mon premier emploi à temps plein dans une petite agence de design à Lyon, je croyais entrer dans la liberté. J'en avais rêvé pendant des années, le moment où je pourrais enfin être autonome, faire mes propres choix, construire une vie façonnée par l'effort et non par la comparaison. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que la liberté pouvait beaucoup ressembler à la servitude quand les gens que vous aimez commencent à dépendre de vous pour rester à flot. Cela a commencé par de petites choses. Un soir, maman a appelé et a dit que la facture d'électricité avait été plus élevée que d'habitude. Elle semblait embarrassée, alors je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et j'ai transféré l'argent cette nuit-là. Une semaine plus tard, elle a mentionné les réparations de la voiture de papa. Puis ce furent les courses, l'assurance, et bientôt, j'envoyais de l'argent chaque mois sans qu'on me le demande. C'est devenu automatique, comme payer le loyer ou les impôts. Papa m'a dit que Léa construisait quelque chose de grand et qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour lancer sa marque. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. Je voulais penser que je faisais ce qu'il fallait. Mon salaire n'était pas énorme, mais j'ai appris à les tirer. À chaque paie, je faisais 2 listes, une pour les factures et une pour mes parents. Loyer, électricité, courses, virements. Je n'ai jamais manqué un mois. J'ai arrêté le café, sauté des dîners au restaurant et dit à mes collègues que je préférais les week-ends tranquilles. Je me suis convaincu que je n'avais pas besoin de vacances ou de vêtements de luxe. Pendant ce temps, ma sœur publiait des photos de stations balnéaires avec des légendes comme « Travailler dur, se récompenser plus fort ». Papa les partageait dans notre discussion de famille avec des cœurs et des émojis d'applaudissements. « C'est ma fille », écrivait-il. Je souriais à l'écran avant de faire mon prochain virement. Maman me remerciait à chaque fois, ajoutant toujours que la marque de Léa était sur le point de décoller. Elle disait qu'une fois que ce serait le cas, les choses s'amélioreraient pour tout le monde. Je répétais cette promesse dans ma tête comme une berceuse. Je me disais de continuer jusqu'à ce que ce jour arrive. Au travail, mon responsable me qualifiait de fiable, de colonne vertébrale de l'équipe. J'aimais ces mots autrefois. Maintenant, il sonnait comme un doux rappel que les gens s'appuyaient sur moi parce qu'ils savaient que je ne dirais pas non. Je travaillais tard, prenais des heures supplémentaires, remplaçais les autres, et je me disais que l'épuisement signifiait le progrès. Mais cela ne ressemblait pas à du progrès quand je rentrais dans un appartement vide avec des lumières vacillantes et du courrier non ouvert. Lucas a remarqué le changement en premier. Un soir, j'ai ouvert mon application bancaire au lieu du menu du dîner. Il était assis en face de moi, me regardant faire défiler des chiffres qui ne semblaient jamais augmenter. « Tu n'aides pas ta famille », a-t-il dit doucement. « Tu les entretiens. Tu maintiens tout le monde debout pendant que tu t'effondres. » Sa voix n'était pas en colère, mais elle a frappé plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. J'ai ri pour minimiser la chose et j'ai dit qu'il exagérait, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Les semaines ont passé et le schéma s'est approfondi. Papa avait besoin d'un nouveau chauffe-eau. Les médicaments de maman ont augmenté. Léa a dit qu'elle ne pouvait pas payer son loyer parce qu'elle devait réinvestir dans son entreprise. J'ai tout couvert. Ils ne m'ont jamais demandé comment je me débrouillais, et je n'ai jamais dit la vérité, que je comptais mes pièces à la fin de chaque mois. Quand j'ai parlé à Lucas de la dernière dépense, il m'a simplement regardé et a demandé « Quand as-tu fait quelque chose pour toi pour la dernière fois ?» Je ne m'en souvenais pas.
Il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter, mais chaque fois que j'essayais, la culpabilité remplissait l'espace où la paix aurait dû se trouver. Je me disais que la famille signifiait le sacrifice, que les choses s'amélioreraient, que l'amour exigeait de l'endurance. C'était plus facile de croire cela que d'affronter la vérité, j'avais peur de les décevoir. Léa venait parfois en visite, toujours magnifiquement habillée, portant des sacs à main de créateurs que je savais avoir indirectement aidé à payer. Elle me serrait dans ses bras et disait, « Tu as toujours été la personne stable. Je ne pourrais jamais faire ce que tu fais. » Je souriais parce que c'était plus facile que de lui demander pourquoi elle n'essayait jamais. Quand elle partait, mon appartement semblait plus silencieux qu'avant, et j'ai réalisé que le silence pouvait peser plus lourd que la colère. Lucas devenait agité. Il aimait ma gentillesse, mais détestait la façon dont elle m'épuisait. Un soir, après que je me sois excusé d'avoir encore manqué le dîner, il a dit, « Tu penses que la responsabilité te sauvera, mais c'est ce qui te noie. » Ces mots sont restés avec moi toute la nuit. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, sentant le poids invisible de chaque virement, de chaque message de remerciement, de chaque attente non formulée peser sur ma poitrine. Pourtant, j'ai continué. Je me disais que tant que je continuerais à travailler dur, tout finirait par s'équilibrer. Peut-être que l'entreprise de Léa finirait par réussir. Peut-être que mes parents seraient assez fiers pour me voir, et pas seulement ce que je leur donnais. Je me suis accroché à cette pensée chaque matin en faisant mon café et en ouvrant ma feuille de calcul budgétaire. Puis un matin, l'écran m'a renvoyé des chiffres qui n'avaient plus de sens. Le solde était trop bas. J'ai vérifié à nouveau, certaine d'avoir mal calculé, mais ce n'était pas le cas. Pour la première fois, les chiffres refusaient de mentir pour moi. Jusqu'à un matin où les comptes ne tombaient plus justes. Le matin où j'ai vérifié mon compte, je ne cherchais pas les ennuis. Je payais juste des factures, à moitié réveillé, faisant défiler des chiffres qui racontaient habituellement la même histoire. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Mon solde était plus bas qu'il n'aurait dû l'être. J'ai froncé les sourcils, actualisé la page, et c'était là, une transaction que je ne reconnaissais pas. L'acompte pour le mariage de Léa. Mon estomac s'est noué. J'ai fixé à nouveau les mots, espérant avoir mal lu. La date correspondait à vendredi dernier. Le montant était de près de 1 800 €, la quasi-totalité de mon salaire. Mon cœur a commencé à s'emballer, un pouls battant dans mes oreilles. Je savais que je n'avais pas fait ce paiement. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé maman. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix enjouée, décontractée, comme si tout allait bien. « Salut, ma chérie. Comment va le travail ? » Je ne me suis pas embarrassé de banalité. « Maman, pourquoi y a-t-il un paiement pour le mariage de Léa qui sort de mon compte ? » Il y a eu une pause, puis un petit rire, le genre qu'elle utilisait quand elle voulait faire paraître quelque chose anodin. « Oh, ça. Ne t'inquiète pas, ma puce. Nous avons juste emprunté un peu sur ton compte pour la compte. Tu as un emploi stable, et Léa a été sous tellement de pression dernièrement. » Ces mots m'ont frappé comme de l'eau froide. « Vous avez emprunté ?» ai-je répété, en essayant de stabiliser ma voix, sans me le demander. Une autre pause. Je pouvais entendre le son d'une télévision en arrière-plan, le faible bourdonnement de confort qui contrastait avec la tempête qui montait en moi. « C'est en famille », a-t-elle finalement dit. « Nous le remettrons le mois prochain. Tu as toujours été si responsable, Camille. On peut compter sur toi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes mains tremblaient, et j'ai appuyé mon pouce contre le téléphone pour l'empêcher de glisser. Je voulais crier, exiger qu'ils me rendent chaque centime. Mais je savais aussi que crier ne changerait pas qui ils étaient. J'avais été la personne fiable pendant si longtemps qu'ils ne le voyaient plus comme de la gentillesse. Ils le voyaient comme un devoir. Quand maman a demandé si j'étais toujours là, j'ai dit que je devais y aller et j'ai mis fin à l'appel. Pendant un long moment, je suis resté assise en silence, fixant l'écran. Mon reflet dans la vitre sombre semblait calme, mais ma poitrine était lourde, comme si quelque chose à l'intérieur de moi s'était brisé. J'ai ouvert l'historique complet des transactions et j'ai remonté des mois de paiement, supermarché, factures de services publics, réparation de voitures, puis de plus petits retraits intitulés « Soutien familial ». Chacun était un rappel de l'érosion lente que j'avais ignorée. Mais celui-ci était différent. Un acompte de mariage n'était pas une urgence. C'était une célébration. Et il l'avait payé avec mon épuisement. Au travail,
j'ai essayé de me concentrer, mais chaque courriel devenait flou. Quand Sophie s'est arrêtée à mon bureau, elle l'a remarqué immédiatement. On dirait que tu as vu un fantôme, a-t-elle dit, à moitié en plaisantant. J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté, comment mes parents avaient utilisé mon argent, comment ils appelaient ça, emprunter, comment je ne savais même plus quoi dire. Elle a écouté sans interrompre, son expression se durcissant à chaque mot. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en avant. Camille, ce n'est pas de l'aide. Ils vivent de la culpabilité que tu ressens. Je voulais argumenter, les défendre, mais les mots ne venaient pas. Au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Ma famille avait construit tout un système basé sur ma culpabilité, un système où je continuais de payer pour éviter la confrontation, pour maintenir une paix qui n'avait jamais vraiment existé. Sophie m'a serré la main. Tu ne leur dois pas ta stabilité, a-t-elle dit doucement. Tu mérites de respirer. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et j'ai commencé à imprimer, chaque relevé, chaque virement, chaque déduction que je pouvais trouver. L'imprimante bourdonnait régulièrement, la pile de papier s'épaississant de minute en minute. Je les ai triés soigneusement dans des dossiers, étiquetant chacun avec des dates. Il y avait quelque chose d'apaisant dans cet ordre, dans le fait de voir la vérité étalée en noir et blanc. Pour une fois, le chaos avait une forme. Quand la dernière page a été imprimée, j'ai tout rassemblé et glissé dans une chemise en manille. J'ai passé mes doigts sur les bords, traçant la faible chaleur du papier. Ce n'était pas la colère qui me remplissait, mais la clarté. Pendant des années, j'avais pensé que le silence signifiait la force, que la patience me vaudrait la compréhension. Mais maintenant, je réalisais que le silence ne leur donnait que de l'espace pour prendre plus. J'ai placé le dossier dans mon sac, l'ai fermé et j'ai expiré lentement. Pour la première fois depuis des mois, l'air autour de moi semblait calme, presque pur. Je ne savais pas encore ce que je ferais de ces papiers, mais je savais qu'ils étaient à moi la preuve de tout ce que j'avais porté seul. Ce dossier est devenu ma sorte de pouvoir silencieux. Le silence qui a suivi ma décision semblait plus lourd que le bruit. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas envoyé d'argent à la maison. Je voulais voir ce qui se passerait si j'arrêtais simplement. Les jours ont passé tranquillement, trop tranquillement. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sentais ma poitrine se serrer, attendant le message inévitable qui demanderait où était le paiement. Aucun n'est venu. Pas au début. À la fin de la semaine, mon téléphone a finalement sonné. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. Je l'ai fixé un instant avant de répondre. Sa voix était ferme, sèche, comme s'il avait répété. « Sais-tu que le paiement pour les charges n'est pas passé ?» a-t-il demandé. Ta mère et moi attendions. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce qu'il dise à nouveau mon nom, plus sèchement cette fois. « Camille ? Tu es là. » « Oui, ai-je dit d'un ton égal. »« Je sais. Je passerai samedi. Nous en parlerons ensemble. » Il a hésité, ne s'attendant pas au calme. « En parler ? De quoi y a-t-il à parler ? Envoie-le, c'est tout. » Pas cette fois, ai-je répondu. Samedi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains étaient stables quand j'ai posé le téléphone, mais pas mon pouls. Je n'avais jamais mis fin à une conversation avec lui la première avant. Lucas était à côté de moi sur le canapé. Il avait entendu chaque mot. Quand je l'ai regardé, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste pris ma main, son pouce traçant de petits cercles contre ma paume. « Tu fais ce qu'il faut », a-t-il dit doucement. Ils ont pris ton silence pour une permission. Il est peut-être temps qu'ils écoutent. Sa voix ne contenait aucune colère, seulement de la conviction. Cette nuit-là, j'ai rouvert le dossier. Les papiers à l'intérieur étaient nets, précis, alignés en ordre comme une histoire racontée par des chiffres. Chaque page portait la preuve d'un retrait, d'un virement ou d'une faveur déguisée en amour. Je les ai étalés sur la table et j'ai commencé à les classer par mois, ajoutant des notes avec des dates et de courtes explications, mars, assurance auto, mai, aide au loyer, août, acompte pour le mariage de Léa. Chaque page semblait plus lourde que la précédente, non pas à cause du papier, mais à cause de ce qu'elle représentait, des années de ma propre soumission silencieuse. J'ai travaillé toute la nuit. Quand la fatigue est venue, je l'ai repoussée avec du café et de la détermination. Je ne préparais pas seulement des preuves, je reconquérais une version de moi-même que j'avais enterrée sous l'obéissance. À l'aube, la ville à l'extérieur de ma fenêtre était calme et grise.
Mes yeux me brûlaient, mais je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais éveillé d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Je pouvais enfin voir comment les schémas m'avaient piégé, comment l'affection était devenue un outil de contrôle. Quelque part entre les factures et les reçus, j'ai trouvé un nouveau langage pour mes limites, un langage écrit non pas en mots, mais en choix. Plus tard ce matin-là, Lucas m'a apporté le petit déjeuner. Il a jeté un coup d'œil au papier qui couvrait la table, aux enveloppes étiquetées et aux bloc-notes où j'avais résumé chaque transaction. « Tu montes ton dossier ?» a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. « Pas pour les accuser », ai-je répondu, mais pour m'assurer qu'ils le voient enfin. Il a souri gentiment. « Je pense que tu sais déjà comment les faire écouter. » Sa foi en moi a raffermi quelque chose au plus profond de moi. Cet après-midi-là, j'ai tout rangé dans un seul classeur, pochette transparente, onglets et notes adhésives marquant chaque section. Je l'ai placé dans mon sac fourre-tout à côté d'un petit carnet où j'avais écrit ce que je devais dire. Mes mots ne parlaient ni de vengeance ni de colère. Ils parlaient de vérité, de limites qui avaient été franchies trop de fois. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la ville, le rythme tranquille des gens se dirigeant vers leur vie. Pendant des années, j'avais vécu à un rythme qui n'était pas le mien, dicté par les besoins des autres. Maintenant, pour la première fois, je sentais le pouls de ma propre volonté. Maman a appelé plus tard dans la soirée, son ton plus doux que celui de papa. « Ma chérie, ton père était juste inquiet. Tu sais, il ne veut pas paraître dur. »« Je sais, » ai-je dit. « C'est pourquoi je viendrai samedi. Je préfère parler en personne. » Elle a semblé soulagée, prenant mon sang-froid pour un accord. « Bien. Nous préparons le dîner. Léa sera là aussi. » Je l'ai remerciée, j'ai raccroché et je suis resté de nouveau dans le calme. L'air de mon appartement semblait dense, rempli de choses non dites. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le classeur une dernière fois et j'ai feuilleté les pages. Les chiffres ne me faisaient plus peur. Ils disaient la vérité sans émotion, et pour la première fois, j'étais prêt à faire de même. J'ai touché doucement la couverture et j'ai murmuré à la pièce, « Si c'est le prix de la vérité, je suis prêt à le payer. » Samedi est arrivé, et avec lui, le dernier dîner auquel j'assisterai jamais là-bas. La salle à manger scintillait à la lueur des bougies, chaque verre poli pour refléter la douce lueur d'en haut. La table s'étendait plus longtemps que dans mon souvenir, couverte de plats ornés qui ressemblaient plus à des décorations qu'à de la nourriture. Ma mère s'était surpassée, comme toujours, s'assurant que chaque fourchette était alignée et que chaque serviette était pliée avec précision. Léa était assise en face de moi dans une robe blanche qui captait la lumière à chaque mouvement, ses cheveux coiffés comme si elle assistait à un gala plutôt qu'à un dîner de famille. Elle était radieuse, et elle le savait. Dès que le premier plat a été servi, elle a commencé à parler. « Avez-vous tous vu le magazine ?» a-t-elle dit en inclinant légèrement la tête pour que la lumière caresse son profil. Ils m'ont mise en couverture pour le magazine de mode de la région. L'interview était si flatteuse. Mon père s'est penché en arrière, sa voix lourde de fierté. « C'est ma fille. Tu as toujours eu cette étincelle. Les gens te remarquent. » Maman a souri comme si ces mots étaient aussi les siens, hochant la tête. « Elle a travaillé dur pour ça, chérie. Tu pourrais apprendre quelque chose de ta sœur, Camille. » J'ai coupé un morceau de viande dans mon assiette, mâchant slowly. Le son de l'argenterie contre la porcelaine a rempli l'espace où ma réponse aurait dû être. Je n'ai pas levé les yeux. J'étais venu ici préparé à écouter d'abord. Léa a ri doucement, rejetant ses cheveux en arrière. « Oh, ne sois pas si silencieuse, Camille. Tu vas encore rendre les choses gênantes. » J'ai gardé les yeux sur mon assiette. La voix de mon père a traversé le rire, plus froide que le vin qui refroidissait à côté de sa main. « Tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. » L'air s'est figé. Même les bougies ont semblé hésiter. J'ai levé les yeux, croisant son regard. « Alors, demande-lui de payer tes factures. » La pièce a cessé de respirer. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Léa s'est étouffée avec son vin, toussant tandis qu'une tache rouge s'épanouissait sur le blanc de sa robe. Maman s'est figée, une main planant au-dessus de la table, incertaine de savoir si elle devait la réconforter ou me gronder. Le visage de papa s'est assombri, une nuance de fureur lente et inconnue. J'ai posé ma fourchette, j'ai doucement pris le dossier dans mon sac et je l'ai sorti. Le papier à l'intérieur était chaud au contact de mes mains, légèrement froissé sur les bords. Sans un mot,
je l'ai ouvert et j'ai posé les documents sur la table, relevé bancaire, reçu, l'acompte pour le mariage, les virements marqués, dépenses familiales. Chaque feuille atterrissait avec un son doux, comme des gouttes de pluie sur une eau calme. Les yeux de mon père ont suivi les papiers, la confusion laissant place à la reconnaissance. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Léa tamponnait sa robe tachée, son éclat d'antan remplacé par un malaise blafard. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Les chiffres parlaient plus clairement que je n'aurais jamais pu le faire. J'ai joint mes mains, sentant le léger tremblement s'estomper de mes doigts. Le silence s'est prolongé, lourd et vivant, avalant chaque prétention qui avait maintenu cette famille unie. Personne n'osait toucher à sa nourriture. Personne ne se défendait. C'était comme si la vérité avait rempli la pièce si complètement que les mots ne pouvaient plus exister. Je les ai regardés chacun leur tour, la bouche tremblante de Léa, les yeux écarquillés de maman, la mâchoire serrée de papa, et pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite. Le silence entre nous n'était plus du vide. C'était de la reconnaissance. J'ai rassemblé les documents restants en une pile nette, les ai glissés vers le centre et me suis penché en arrière. Mon cœur était calme. Il n'y avait plus rien à dire, et pourtant tout avait été dit. Ce silence, c'était la première paix que j'avais jamais entendue dans cette maison. 2 semaines après ce dîner, j'ai emballé ce que je possédais dans 3 boîtes et je suis parti. Il n'y a pas eu de cris, pas de confrontation, juste le bruit du moteur de ma voiture résonnant dans la rue vide alors que je roulais vers Bordeaux. Lucas m'attendait là-bas, m'aidant à décharger dans un petit appartement à la peinture écaillée et où le soleil inondait le plancher en bois chaque matin. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ressemblait à la liberté déguisée en simplicité. La première nuit, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone, pas d'appel manqué, pas de culpabilité attendant sur l'écran. Pour la première fois, le silence signifiait la paix, pas la punition. Les jours se sont transformés en semaines. Lucas et moi nous sommes installés dans un rythme fait de petites choses, du café préparé exactement comme je l'aime, de longues promenades le long des quais de la Garonne, des dîners tranquilles où nous parlions de tout et de rien à la fois. J'ai trouvé un nouveau travail dans une agence de design en ville. Le salaire était correct, mais ce qui comptait le plus, c'était le calme qui venait du fait de gagner quelque chose qui m'appartenait entièrement. 2 mois plus tard, le monde que j'avais quitté a commencé à s'effondrer. Cela a commencé par un titre qui a clignoté sur la tablette d'un collègue, une influenceuse locale sous le feu des critiques pour des parrainages frauduleux. Je n'ai pas eu besoin de cliquer pour reconnaître le visage sur cet article. L'entreprise de Léa avait été bâtie sur de l'argent emprunté et une montagne de mensonges. En quelques jours, ses partenaires se sont retirés, les sponsors ont disparu, et les réseaux sociaux sont devenus cruels. Puis sont venues les nouvelles d'Annecy, un avis de saisie, des impôts impayés, la maison où j'ai grandi reprise par la banque. Maman a essayé d'appeler d'abord, puis papa. J'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore, mais je n'ai pas répondu. Leur voix vivait de toute façon dans le silence, disant des choses que je n'avais plus besoin d'entendre. Au lieu de cela, j'ai écrit une lettre, une seule. Je vous souhaite la clarté, pas le réconfort. C'était tout. Ce n'était pas de la colère. C'était une prière pour qu'ils voient enfin le coup de tout ce qu'ils avaient ignoré. La vie à Bordeaux est devenue tranquillement pleine. Lucas et moi avons appris à construire un foyer à partir de rien, non pas avec la richesse, mais avec la douceur. Nous avons peint les murs nous-mêmes, des couleurs dépareillées qui, d'une manière ou d'une autre, s'accordaient. Il cuisinait, je nettoyais, et nous rions de nos propres erreurs. J'ai arrêté de mesurer le succès à la quantité que je donnais et j'ai commencé à le compter dans les moments où je me sentais entière. Il y avait quelque chose de curatif à vivre là où personne n'attendait rien de moi, sauf la vérité. Une année a passé. Un matin, je me suis réveillé au son des bateaux passant sur la Garonne, le doux murmure de l'eau rencontrant le vent. Ce jour-là, nous nous sommes mariés, une petite cérémonie au bord du fleuve, juste nous, quelques amis, et le son de jazz flottant d'un café voisin. Je portais une simple robe ivoire, rien d'extravagant, rien d'emprunté. Lucas se tenait là dans un costume gris clair, souriant comme si le monde s'était enfin mis en place. Quand il a pris mes mains, sa voix a légèrement tremblé. « Tu n'as pas perdu une famille, a-t-il dit. Tu en as construit une vraie. » Les mots se sont infiltrés en moi comme la lumière du soleil à travers le verre. Autour de nous, le fleuve scintillait, transportant des fragments de rire à travers la brise. Pendant des années, j'avais poursuivi l'idée d'appartenance, essayant de mériter l'amour en étant utile. Ce jour-là,
j'ai réalisé que l'amour qui doit être mérité n'est pas du tout de l'amour, c'est le contrôle sous une apparence plus douce. Après la cérémonie, nous avons marché pieds nus le long de la rive, l'ourlet de ma robe frôlant les pierres mouillées. J'ai pensé à mon ancienne maison, à l'écho de la voix de mon père, aux soupirs inquiets de ma mère, au rire de Léa qui semblait toujours trop fort. Rien de tout cela ne faisait plus mal. Les souvenirs existaient, mais ils ne me définissaient plus. J'avais choisi la distance, non pas par vengeance, mais par libération. Parfois, la nuit, je me demandais encore s'ils avaient trouvé la paix après avoir tout perdu. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je ne portais plus leurs leçons comme des chaînes. Au lieu de cela, elles sont devenues de doux rappels de ce que je ne répéterai jamais. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, Lucas et moi regardions les lumières de la ville onduler sur le fleuve. Il a passé son bras autour de moi, et pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Le silence entre nous n'était plus lourd. C'était un foyer.